Me revoilà sur la route de Rome, un an après y être arrivé à vélo au départ de Nice. Cette fois, en train, avec l'objectif de rejoindre la région la plus au sud de l'Italie, la Sicile, et avec comme point d'arrivée la magnifique ville de Palerme. 9 heures de train, puis 1200 km de voyage à vélo. Que l'aventure commence! Ça y est, j'y suis. J'arrive en pleine heure de pointe à la gare de Rome Termini. Il faut s'extraire du centre-ville maintenant. Les embouteillages sont présents et il faut éviter les pièges des pavés, des rails de tram, les piétons qui traversent dans tous les sens. On est tout de suite dans le bain. Voilà, départ de la première étape. J'ai quitté Rome et ces faubourgs un peu compliqué, hein, c'était ce genre de pointe à nouveau, donc beaucoup de monde sur les routes. Voilà, là maintenant je monte à Castel Gandolfo, qui est la cité des papes pour ceux qui connaissent. Et donc une belle montée, et là je me retrouve sur les petites routes et ça fait bien plaisir. Bon, grand beau. Voilà, j'entre dans le centre historique de Castel Gandolfo. Voilà, ça c'est pas mal pour boire un café, non? Voilà, le palais papal, appelé aussi Vatican II, c'est la résidence d'été du pape, depuis très longtemps. Et c'est un endroit magnifique, hein, c'est au bord d'un lac sublime, sur une colline à 400 mètres d'altitude. Ah, ils choisissent bien leur lieu quand même. Hein. Alors c'est pas la Toscane, mais ça lui ressemble. Des vignes, des petites côtes, des cyprès, et des vins parasols en plus. Voilà, depuis Rome, j'ai souvent pris la voie appienne, la Via Appiana Antica, qui est une route historique qui fait plusieurs centaines de kilomètres, qui part de Rome jusque dans les Pouilles, érigée 3 siècles avant Jésus-Christ. J'étais intrigué par Latina, cette ville construite par Mussolini en 1932 sur d'anciens marécages. Devenue la deuxième ville de Latium après Rome, je pensais y trouver des vestiges du régime du Duce. Finalement, une ville que l'on traverse sans vraiment s'y arrêter. Après avoir visité Castel Gandolfo, situé à 400 mètres d'altitude, on rejoint les plaines qui conduisent à la mer. De longues lignes droites à travers champs, cultures et villages rythment le parcours. Voilà, arrivé à la mer après 100 km, dont une grande partie en plaine, avec une jolie petite cyclable bleue là. Voilà, j'ai longé ça encore pendant une quarantaine de kilomètres. Ah là, une belle route de corniche là. Bon, il y a une grosse barrière, ça vaut mieux. Voilà, j'arrive à Sperlunga. Après Sperlunga, je retrouve une belle route de bord de mer, vallonnée, qui m'amène gentiment jusqu'à Gaète, point final de cette belle première étape. C'est parti pour cette étape qui va me conduire à Naples. Plus de 10 ans que je n'ai plus mis les pieds dans cette ville. J'ai vraiment hâte d'y être. Passé les 20 premiers kilomètres qui sont magnifiques, on entre dans une zone touristique, dans laquelle se succèdent des villages vacances, low cost, désuets, vides et d'une tristesse absolue. C'était la politique de développement touristique menée dans les années 70-80 par le gouvernement. Vraiment très moche. Ah, je suis à Mondragone. C'est à peu près à mi-chemin de l'étape du jour. Je suis à l'Arbon, toute cyclable, au bord de mer. Tranquille, c'est bien agréable. Et je cherche mon deuxième spot pour mon deuxième espresso de la matinée. Donc là, je prends des petites déviations pour éviter la SS tant que je peux. Enfin, depuis quelques kilomètres, on sent que je suis dans une zone assez pauvre. J'ai passé sur des routes ou au bord de mer, des zones délabrées, des maisons cassées, vidées.
des poubelles un peu partout. C'est moche, c'est sale. Je croise énormément de migrants, je suis assez surpris. Je crois que c'est la proportion la plus importante de gens que je croise depuis maintenant pas mal de kilomètres. Là, sur le bord des routes, ça marche, ça fait du vélo, ça se déplace. Donc pas mal apparemment sont fixés là. J'en ai croisé aussi dans des champs, donc certains sont employés en agriculture. Petites mains quoi, pas très cher certainement. Alors, les voyages à vélo, c'est pas toujours glamour. Voilà, le genre de route qu'on prend, hein, c'est qu'ils sont souvent inévitables. Et là, ils ont eu la bonne idée de faire une espèce de piste cyclable qui a bien vieilli. Hein. Mais c'est toujours mieux que là à gauche. Même si là, le trafic il est raisonnable. Mais ça va très vite. Bye bye Naples. Eh ben, je pensais avoir tout vécu en vélo dans Rome, mais Naples c'est bien pire. Il existe des règles de conduite uniques, comme prendre les sens interdits en voiture, rouler à 3 et sans casque sur les deux roues, la priorité à gauche. L'étape du jour sera une des plus dures aujourd'hui, et sûrement une des plus belles. Je fais le tour intégral de la côte amalfitaine. Voilà, je suis à Castellamare di Sabbia, qui marque le début de la Corniche, la route de Corniche, hein, la côte. Ça va monter en face là. Vico Equense offre une vue imprenable sur la baie de Naples et le Vésuve en arrière-plan, et de l'autre, Sorrento et ses falaises qui plongent dans la Grande Bleue. Voilà, j'arrive à Sorrento, l'entrée de la Pédone. Il y a un monde de dingue, hein. Donc je vais pas trop traîner là. Je vais me poser quelque part, je vais me prendre un petit café. Et puis je vais bouger. Bon, passage express à Sorrente, monde de dingue. Donc là je traverse la presqu'île par une petite route secondaire, en plein cagnard. Enfin c'est bon quoi. Direction Positano.
Cette côte amalfitaine est de toute beauté. La route surplombe la mer en permanence et traverse des villages uniques, offrant des points de vue incroyables. Malgré le monde, somme toute raisonnable, sur les routes, cette étape bien dure tout de même restera certainement parmi les plus belles de ce voyage. En arrivant à Batipaïa, à terme de mon étape, je retrouvais mon pote Gérard. Il me parle tout le temps du village, Sénerc, qui a vu naître ses parents et autres aïeux. Village auquel il rend visite chaque année à l'occasion de la Sagrada del Maiale, la fameuse fête du cochon. Coup de chance, la fête a lieu pendant mon voyage. Je ne pouvais pas rater ça et profiter de l'occasion pour découvrir Sénerc. Quelle ne fut pas ma surprise en arrivant dans ce minuscule village d'entendre parler principalement français. Gérard me raconte alors l'histoire de la population de Sénerc, qui a émigré dans le monde entier au début du XXe siècle, et dont une grande partie s'est fixée à Nice, et dans la vieille ville en particulier. Une histoire qui n'est pas sans rappeler la mienne. Après 48 heures passées dans le village, j'ai quitté mon pote Gérard et je reprenais la route. En raison de fortes pluies, je rejoignais l'étape suivante en train. Je suis en Calabre à Cetraro. J'ai passé une bonne nuit et je repars vers le sud, direction Pizzo. 106 km, donc là je suis dans Cetraro, le centre, la Piazza del Popolo que je traverse. Et voilà, je viens de m'arrêter dans ce petit restaurant qui est en train de s'ouvrir. Je voulais boire un café, je pensais que c'était fermé, les gens m'ont gentiment laissé entrer, m'ont fait un café. C'est-à-dire que, une fois que j'ai bu mon café, on a beaucoup discuté avec la responsable de ce que je faisais, etc. Elle m'a donné quelques tuyaux. Et puis au moment de payer, elle m'a dit non, c'est la fête nationale, je vous offre le café. À la France, a-t-elle dit. Très sympa, incroyable. Accueil de... génial. J'ai aperçu ce village en haut d'une falaise depuis la route de bord de mer. Et hop, on prend la tangente avec une belle pente pour y accéder. Aucun regret pour l'effort consenti. Le village est une petite perle offrant une vue imprenable sur la côte. J'ai bien aimé Pizzo, ce village suspendu mais relié à la mer par d'interminables escaliers. Ces ruelles qui aboutissent sur cette merveilleuse place qui domine le port. Ce jour de fête nationale, les gelateria, trattoria et autres cafés avaient été pris d'assaut par les locaux en vacances. Bon, je quitte Pizzo. Le temps est pas beau du tout, c'est bien gris. La météo n'annonce pas de pluie, sauf qu'il vient de pleuvoir à l'instant, juste avant que je démarre. Mais une partie du village, pas tout le village, assez étonnant. Bon, j'espère que ça va s'améliorer en descendant vers le sud. Voilà, direction le soleil, droit devant. Derrière, je quitte la pluie, en espérant que ça va s'améliorer au cours de la journée. Je suis à 20 km de Tropea. Tropa est un joyau de la côte calabraise. Perchée en haut d'une falaise, elle est notamment connue pour ses oignons rouges. J'ai pris du plaisir à déambuler dans ces ruelles qui aboutissent inévitablement sur la mer, offrant une vue magnifique sur l'église centenaire de Santa Maria dell'Isola, qui est installée sur un rocher surplombant la mer.
Queensland, au milieu d'un pont industriel. Une grande ligne droite là. C'est assez horrible. Connard. Ah, cette autoroute, elle est magnifique. La côte là, elle est incroyable, cette partie. Depuis Bagnara jusqu'à Skylla, ça fait penser à d'autres régions en fait. Ça me rappelle des côtes de Tenerife. Avec des montagnes un peu luxuriantes comme ça qui montent verticalement depuis la mer. C'est vraiment très beau. Allez, départ de Skylla aujourd'hui, direction la Sicile. Donc à 11 km, je vais récupérer le bateau, le ferry, pour traverser le détroit de Messine. Et je vais filer vers Taormina après avoir traversé Messine un peu rapidement. Sicile, juste en face. Et le détroit de Messine. Allez, direction le bateau. Voilà, à Messine, je traverse la ville. Ça va être un peu long, c'est une grande ville, très étendue sur la mer. Alors cette route de bord de mer là, qui va à Catane, qui relie donc Messine à Catane, je suis surpris qu'il n'y a personne. Elle est très calme. Alors certes il y a une autoroute, elle est peut-être gratuite, c'est pour ça que les gens la prennent plus facilement. Alors il n'y a pas de touristes encore cette saison, ou pas beaucoup. Ça explique que la route elle est super sympa du coup. C'est cool, il fait beau. Ça va la plage? Tranquille. Una ciclabile. Voilà une côte qu'elle est belle. Je m'approche de Taormina. C'est 3 km environ.
Taormine, c'est terminé, visité. Comme souvent, les sites touristiques, il y a beaucoup de monde. Alors on le présente comme le Saint-Tropez de Sicile. Alors, au niveau des tarifs, c'est le Saint-Tropez de Sicile, ça c'est une certitude. Après, c'est vrai que c'est sympa quoi. Belle ville, mais bon, des commerces, des boutiques de luxe, des restaurants, des bars partout, il n'y a que ça quoi. Allez, on redescend, direction Naxos. Ah, l'archi s'est lâché sur l'église. Hein. C'est une cathédrale moderne. Ah, je suis à Naxos. On va là-bas au fond de Taormina. C'est par là que se trouve mon hôtel pour ce soir, que je suis en train de chercher. Voilà, je suis à Naxos. Il est 9h, donc j'ai un peu traîné ce matin. Je prends mon petit déjeuner là au bord de la mer, là, ça c'est cool. Donc on va à Taormina là-haut. Et je quitte la côte aujourd'hui, je file vers les montagnes, avec la possibilité de monter l'Etna. En tout cas, je vais dans cette direction-là, et dans un village, jusqu'à un village. Et en fonction de mon état de forme, je me fais l'Etna en aller-retour. Et sinon, et puis je redescendrai, puis aller un peu plus loin dans un village qui me laissera encore 500 mètres de dénivelé. Et sinon, si je vois que je suis un peu cassé, je continuerai la route vers le nord et je m'arrêterai quelque part dans un village. Allez, je pars plein nord. L'Etna est en face. Et ça a commencé à monter là, depuis un petit moment. Ah, j'arrive à Lingua Glossa, qui est un peu le point de départ. Je suis monté 600 mètres là, depuis le bord de mer. Là j'ai 1300 mètres pour monter à l'Etna. Voilà, il me reste moins de 1000 mètres pour atteindre la fin de la route, qui n'est pas le sommet exact. Le sommet est beaucoup plus haut, mais là c'est à pied. Et le temps est magnifique et la route aussi, hein. Un beau bitume et il y a surtout personne. Ça c'est quand même cool. Voilà, Rifugio, regarde. Je suis pas en mer, je suis 1400 mètres. J'étais tranquille, j'étais peinard. Et les motos sont arrivées. Ça y est, c'est les colonnes qui commencent à monter là. Pourtant c'est 12h30. Ah, c'est vraiment impressionnant, hein. Ces coulées de lave. Faut imaginer que ça a pu donner. Là, la route a été refaite. Je sais pas quand ça date, faudrait que je regarde, mais j'ai vu qu'il y a eu une énorme éruption en 2003, je crois. C'est pas impossible que ce soit daté de cette période. Voilà, arrivé à la fin de mon parcours de montée. C'est là que la route s'arrête. Ah après c'est rando jusqu'au sommet qui est à 3300 mètres. Là je suis à 1800 mètres. Piano Provenciano. Ah ouais, on voit la coulée là. De là, c'est un truc de dingue. Cette station de ski, construite fin 60, début 70, a été entièrement détruite par l'éruption de 2002. Seul subsiste le restaurant Provenzana, épargné par la lave, mais il a tout de même subi de graves dégâts par l'activité sismique. Voilà, une petite route sympathique. On voit Randazzo en dessous là, qui est mon point de chute pour aujourd'hui. Voilà, j'arrive dans la plaine.
voit une maison à gauche, et puis on voit en fait une coulée de lave qui arrive dans la plaine, je pense. Là, je suis pas loin de Randazzo, qui est une petite ville. Hein. Donc j'imagine que quand ça pète là-haut, ils doivent trembler quand même. C'est impressionnant. Voilà, j'arrive à Randazzo. Je cherche un petit glacier, j'ai envie une glace. Il va se trouver. Waouh, cathédrale là. Quelque chose. Ah ben voilà. Allez, c'est parti. Avant-dernière étape. Donc je vais traverser la montagne. On va finir à traverser. Et arriver sur la côte nord. Et je vais entamer la route vers Palerme. Bon, il fait un temps magnifique, un peu frais ce matin. Mais bon, là, la vue, elle est dantesque. Regardez le village à gauche, avec l'Etna derrière. C'est sublime. Et voilà, j'en termine avec la montée. J'avais un col dont je ne connais pas le nom. Donc là derrière moi, c'est la côte sud de Catane. Et face à moi, c'est la côte nord. C'est la côte de Palerme, hein, celle où je vais. Traversée de Floresta avec l'église. Petite ruelle grise. L'hiver doit pas être terrible, hein. Il doit avoir bien froid. Allez, encore un nouveau col. Là, ça y est, je quitte l'Etna. Bye bye. Je ne le reverrai pas de sitôt. Et là, ça y est, je vois la mer à droite là, de la côte nord. Donc là, longue descente. Voilà, je viens d'arriver sur la côte nord. Là, il y a du trafic, hein. C'est plus la montagne. On va faire attention. Et je traverse un village dont je n'ai pas noté le nom. C'est chaud là, c'est bon. Chaud, mais ça va, hein. C'est pas caniculaire du tout. C'est bon, quoi. Elle est pas belle cette cyclable, elle est toute neuve, visiblement. Un petit billard, bord de l'eau, personne. Je suis à San Agata Militao et c'est jour de marché. Allez, samedi, on y va droit dedans. Bon, ça ressemble à Vintimille. Un tour sur la marine. Ah, c'est sympa cette petite ruelle là, au bord de mer. Regardez-moi cette petite terrasse. Voilà, l'étape du jour touche à sa fin. Ça a été tranquille, cool et court. 95 km avec 900 mètres dénivelé, donc j'aurais pu faire largement plus, mais bon, finalement j'ai pris mon temps. Puis c'est pas la peine de me presser. Il me reste toute une étape pour terminer pour l'arrivée à Palerme demain. Donc là, je pense que je vais monter dans pas longtemps dans le village. Il me reste 4 km 500. Alors San Stefano, c'est la ville de la céramique. Ça se voit, hein. Et bonjour. Voilà, je quitte Santa Stefano di Camastra. Hop.
où j'ai passé la nuit. Petit village bien sympathique, au lieu de la céramique du coin de Sicile, et de beaux objets. Et puis c'est parti pour Palerme, dernière étape, une centaine de kilomètres, 106 exactement. Voilà, la route Strava s'arrête là, pour traverser la rivière. Allez, un peu de portage. Voilà, là, mon parcours GPS m'a fait traverser une rivière. C'est un peu scabreux. J'ai réussi à pas mouiller les chaussures. Sinon, j'étais obligé de les enlever, j'avais pas envie. Voilà, on est sur la SS 113, qui est une route nationale. Mais voilà, on croise une voiture de temps en temps. Voilà une tour qu'elle est belle. Bon, il y a un escalier d'accès derrière qui est pas très beau, mais de la mer, ça doit pas être mal. Voilà ça. Voilà, j'arrive à Cefalù, qui est un des beaux villages à voir en Sicile. Bon, le temps est... J'ai pris une belle averse là pendant 10 km. Là, c'est un peu calmé, mais bon, je pense que c'est pas terminé. Mais on va prendre le temps de prendre un café à Cefalù. Et puis visiter un petit peu, sans la calmie. Dans les rues de Cefalù, sous la pluie. Bon, on va faire un tour jusqu'à la cathédrale et puis on s'en va. Un peu de monde. Bon, je suis à 65 km de Palerme. L'itinéraire il est entrecoupé de pluie, d'averses, puis ça s'arrête, puis ça reprend. Donc obligé de s'équiper chaque fois, s'habiller, s'enlever. J'ai visité Cefalù, un peu sous la pluie. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de lumière, pas un meilleur soleil pour les photos, mais bon, on va pas se plaindre qu'il pleuve. Là, ça fait des kilomètres que je longe la voie ferrée à gauche, là. Et à droite sont des résidences, des villas. La mer est à 100 mètres à peu près. Il n'y a pas d'accès. Toutes les propriétés qu'on voit là sont privatisées d'ici à la mer. Donc il y a des maisons, ils ont des terrains qui vont jusqu'à la mer. Voilà, des portails partout. Il pleut. Ah. J'aurais passé 70 km sous la pluie lors de cette dernière étape. Palerme se mérite. La pluie s'est quasi arrêtée en arrivant dans les faubourgs de Palerme. J'entre dans le centre historique de Palerme par la Via Roma qui me conduit directement à la fameuse et incontournable place des Quattrocanti. De là, je prends une minuscule ruelle qui me conduit à mon hébergement. Corinne arrive dans 2 heures et nous passerons 3 jours à découvrir cette incroyable ville, une des plus belles villes italiennes selon moi.